Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo sur les réseaux de neurones. Dans la première, on avait créé notre premier réseau de neurones pour analyser une image qui était le dataset du Fashion MNIST, donc des images de vêtements. On essayait d'identifier quel type de vêtements c'était. Ça fonctionnait avec un réseau de neurones classique parce qu'on avait des images très petites en noir et blanc et sans fond. Donc vraiment un sujet très facile à identifier sur l'image et très facile à analyser. Si on faisait des images beaucoup plus grandes avec un fond avec plusieurs couleurs, enfin voilà, un réseau de neurones classique ne marchera pas du tout. Et il faudrait passer par un réseau en convolution. Aujourd'hui, on va rester donc sur les réseaux de neurones classiques pour analyser en fait des données, voir comment on analyse des données, pas une image, mais vraiment des données, une espèce de tableau, enfin des data quoi, à travers un réseau de neurones classique. Alors, quelques petites nuances. On va déjà en fait importer sequential et dense à part, et dense pardon, à part. La première fois dans la première vidéo, j'avais juste importé TensorFlow, donc quand je veux utiliser sequential, je vais faire un tf.keras.model.sequential. Là, j'aurais juste à taper sequential et ça marchera tout aussi bien. Matplotlib parce que on va voir un petit truc sur comment visualiser la courbe d'apprentissage de notre modèle. C'est quand même très intéressant et ça permet de voir s'il n'y a pas des choses qui bug. NumPy et Panda, ben, c'est classique. Et standard scaler parce que comme on est sur des données numériques, on va standardiser tout ça pour faciliter la convergence du modèle. Le dataset qu'on va utiliser, c'est un dataset que j'ai utilisé déjà beaucoup dans ma série sur le machine learning, qui est celui du Titanic. Alors c'est pas le meilleur dataset pour faire du deep learning, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Et le deep learning fonctionne très très bien avec énormément de données. Ça fonctionne même mieux que le machine learning. Plus il y a de données, enfin, plus le nombre de données augmente, plus l'avantage du deep learning sur le machine learning devient intéressant. Mais bon, c'est juste pour l'exemple et pour montrer comment on fait, donc c'est pas très très grave. Donc notre dataset, alors je vais exécuter mes cellules. Notre dataset ressemble à ça. Je ne vais pas expliquer encore combien, enfin ce que je fais exactement avec les données. Juste, je vire les données qui me servent à rien. Exécuter ou pas? Alors, je vire les données qui ne servent à rien. Je transforme ma variable sexe, qui est une variable catégorique, en variable numérique. Et je me retrouve avec un dataset qui est comme ça, avec que des variables numériques, ce qui est très bien. La seule chose que je vais faire en plus, c'est le séparer, c'est-à-dire garder mes données d'un côté et mes cibles de l'autre. Donc mes données, pour rappel, c'est ce qui est là, et ma cible, c'est celle-là. Donc c'est exactement ce que je fais ici. Et surtout, je vais aussi, parce que dans la colonne âge, souvenez-vous, il y a des valeurs manquantes. Donc je ne vais pas les supprimer parce que j'ai déjà pas beaucoup de données. Je vais les remplacer par la moyenne de la colonne. Voilà, c'est ce que fait ce code ici. Ok. Et derrière tout ça, je vais standardiser mes données. Donc pour rappel, standardiser des données, c'est mettre toutes les valeurs entre -1 et 1. Ça facilite les calculs et ça fait que le modèle converge plus vite. On a besoin de moins d'époque pour le même résultat. Maintenant, je vais créer mon modèle. La même chose, c'est que là, c'est juste un exemple, c'est pas du tout optimisé, c'est fait un peu à l'arrache. C'est juste pour montrer comment on fait. Donc, on a une première couche avec 4 neurones qui reprend en fait mes 4 données, pour faire simple. Donc l'activation ReU. Ensuite, j'ai d'autres couches cachées. Souvenez-vous, les couches cachées, en fait, en gros, c'est le cœur du réseau de neurones. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça se gère tout seul. Mais c'est ce qui permet d'interpréter et de donner du sens. Et enfin, j'ai une couche de sortie avec 2 neurones parce que c'est soit il est vivant, soit il n'est pas vivant. Donc je crée mon modèle et je compile tout ça. Voilà, alors ça on peut le supprimer, c'était juste. Je ne sais même plus pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a créé notre modèle qui a une couche d'entrée, une couche de sortie, 2 couches denses, enfin 2 couches cachées. On a choisi notre fonction de loss, notre métrique, notre optimizer. Même chose, ça je vous réexplique pas. Je vous conseille juste d'aller sur les docs officiels pour regarder à quoi ça correspond. Ok. Alors, petit changement.
c'est que ici, je vais pas me contenter de faire juste un modèle.phi, je vais venir stocker ça dans une variable qui s'appelle history. Pourquoi? Parce que ça va justement me permettre de visualiser après certaines données sur la courbe d'apprentissage de mon modèle. Donc on va voir ça. Donc ce que je lui fais, c'est que je lui passe mes données, parce que mes données, je les ai appelées data, hein, et je lui passe mes cibles, que j'ai appelées target, oui, je sais, je suis très original. Je définis un nombre d'époques qui est aléatoire, j'ai mis 50, on peut mettre autre chose. Batch size. Alors, souvenez-vous, je ne sais même plus si j'ai expliqué, au pire je vais le refaire. Le batch c'est quoi? C'est un paquet de données. En fait, on détermine par combien d'exemples on lui envoie en même temps. Ça veut dire que, comme j'ai déterminé à 10, parce que j'ai pas beaucoup de données, c'est-à-dire que à chaque fois j'envoie 10 lignes à mon modèle. Je lui envoie des paquets de 10 lignes. Si ça avait été des images, ça veut dire que je vais envoyer 10 images en même temps. Enfin, j'aurais envoyé par paquet de 10 images. Et ensuite, je fais en fait une séparation parce que là j'ai pris entièrement le dataset. Et je lui demande de me faire de splitter ce dataset et de faire un validation split, donc de séparer mon jeu avec 80% pour l'entraînement et 20% pour la validation. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, on lance l'exécution de notre modèle, enfin l'entraînement de notre modèle, pardon. Donc on voit, tac, tac, tac. Donc on voit deux choses, on voit que le loss diminue, que l'accuracy augmente, ce qui est très bien. Donc ça c'est sur le jeu d'entraînement. Le val loss, le val accuracy c'est sur le jeu de test. Ok. Donc ça a l'air assez cohérent, même si ça stagne autour de entre 78 et 79. Ce qui est à peu près la même chose qu'avec notre modèle de machine learning, si vous vous souvenez bien, quand on était dans l'autre série de vidéos. C'est une espèce de gap, j'ai l'impression, mais bon. Donc on serait aux alentours de 80%. On peut faire une prédiction. Alors pour faire une prédiction, ça marche exactement comme le machine learning, c'est-à-dire qu'on va faire un modèle.predict avec les données qu'on lui passe. Ici, comme on a appliqué une standardisation à nos données, et bien on va lui appliquer la même à nos données de prédiction. Donc ici, je vais prendre quoi? Je vais prendre quelqu'un qui était, alors c'est dans quel sens mes données? Donc qui était en troisième classe, qui était donc un homme qui avait 22 ans et qui a payé son ticket pas cher. En gros, DiCaprio. Si on reprend le film, c'est à peu près, c'est à peu près son cas. Hop, je vais pouvoir lancer. Qu'est-ce que j'ai fait? Top brain. Ouais, forcément. Tac. Hop là, ça ira mieux comme ça. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais définir un jeu de données que je vais venir standardiser avec mon scalar.transform. Donc, je stocke ça dans une variable que j'appelle toPred, donc à prédire. Et ensuite, je demande de faire une prédiction, donc en utilisant modèle.predict sur les données de toPred. Et ça me donne en fait les chances de survie de DiCaprio qui sont de 13%. Bon, ça colle à peu près bien. Parce qu'effectivement, il est mort. Bref, ici on vient de voir plusieurs petites choses. Déjà, comment on appliquait un modèle de deep learning sur des données, d'accord, sur des données classiques, pas sur des images. On a vu aussi comment faire une prédiction. Et maintenant, tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit, on va stocker en fait notre entraînement de modèle dans une variable qu'on va appeler history. Et bien maintenant, on va l'utiliser. En fait, cette variable history, elle a stocké certaines valeurs qu'on va essayer de voir tout de suite, qui sont celles-ci. Donc, elle me crée un dictionnaire, ok, pendant l'entraînement, dans lequel elle vient stocker à chaque époque les valeurs du loss, de l'accuracy, donc du validation loss et du validation accuracy. Et grâce à ça, je vais pouvoir afficher des courbes d'apprentissage parce que j'ai stocké ces valeurs. Donc pour ça, je vais utiliser Matplotlib. On va créer deux schémas. Un qui affiche la courbe sur l'accuracy, sur le validation accuracy, et la même chose sur le loss. Alors je vous laisserai regarder le code, mais globalement, ça donne ça. Ce qui est intéressant de ces deux courbes, c'est qu'en gros, on rend compte qu'il n'y a pas d'aberration dans notre modèle. C'est-à-dire que l'entraînement et la validation suivent la même évolution. D'accord. On est même sur une courbe de validation qui est supérieure à celle de l'entraînement. Ce qui est assez drôle. En général, c'est plutôt l'inverse. Alors, je suis peut-être planté dans les couleurs, je sais pas.
Et même chose ici. Même chose ici sur le loss. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas d'incohérence entre les deux. Que la courbe qui est suivie est la même. Donc ça veut dire que notre modèle est plutôt cohérent et plutôt bon. Voilà, il n'est pas irrégulier, il n'y a pas de surentraînement, parce que les courbes sont les mêmes, les valeurs sont assez proches au final. Donc on n'a pas de surentraînement, on n'a pas d'incohérence. Bref, ça nous permet de visualiser très très vite s'il n'y a pas de gros problèmes dans notre modèle. Ça ne nous indique pas que notre modèle est fiable, ça nous indique juste qu'il n'y a déjà pas de gros problèmes et qu'il n'y a pas d'incohérence. Ok. Voilà, c'était une vidéo bien plus courte parce que déjà il n'y a pas de partie théorie. Le code sera disponible sur GitHub, je mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous et à bientôt.